Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de cybersécurité, etc. C'est un mot qui parfois est très galvaudé et surtout on peut mettre ce qu'on veut derrière, hein. Souvent, le métier d'RSSI arrive quand même quand l'entreprise a déjà une certaine maturité, on va dire. Le premier produit, ce sont des radars qu'on va installer sur Terre et qui donc permettront de cartographier l'ensemble des objets en orbite de la Terre. Essayer de transformer l'utilisateur en le sensibilisant. Moi je n'y crois pas, et donc le meilleur conseil si vous avez une passion et que vous voulez devenir RSSI. Avant de commencer ce podcast, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, je partage quelques astuces sur la cybersécurité et les technologies, précisément l'actualité, les sujets techniques, les documentaires et les interviews. Plus de 70% des gens qui me suivent ne sont pas abonnés, c'est grâce à ton soutien que YouTube va pousser la vidéo à d'autres personnes qui sont intéressées par la cybersécurité et les technologies. Bonjour Johan, bienvenue sur la chaîne. Salut Michel, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter à nos abonnés? Ouais, avec plaisir. Donc, je m'appelle Johan Bozil, j'ai 40 ans, je suis toulousain. Je suis aujourd'hui directeur de la sécurité, directeur des systèmes d'information dans une start-up. On pourra en reparler après puisque c'est des postes qui n'existent pas forcément dans des grands groupes, le fait d'adresser les deux thématiques. Et si tu veux rapidement mon parcours, donc j'ai passé une dizaine d'années dans le monde de Airbus au niveau de la filiale Espace. Je faisais ce qu'on appelle les campagnes de tir. J'allais sur les sites de lancement, accompagner les équipes qui lançaient les satellites pour installer du réseau, des systèmes d'information, de la sécurité sur les sites en question. Et ensuite, j'ai été embauché en tant que RSSI sur une des filiales d'Airbus qui s'appelle Airbus OneWeb, qui avait pour mission de construire la constellation de satellites OneWeb, qui aujourd'hui est en concurrence, on va dire, avec Starlink, qui est un peu plus connu. Et donc ça pendant 5 ans, et après j'ai changé pour aller chez Lookup Space, donc j'ai booké la mission. Ok. Et quelle étude avais-tu suivi pour commencer à travailler dans la cybersécurité? Bon, j'ai un parcours pour moi très classique, hein. J'ai fait une école d'ingé en apprentissage. Bon, c'est un peu vieux maintenant, c'était il y a 15 ans, donc il y avait moins d'apprentissage à l'époque, mais clairement le concept m'avait plu parce que en gros, pour faire simple, j'ai fait un DUT. À la fin du DUT, je me sentais pas prêt d'aller travailler. Voilà, j'avais l'impression de rien savoir et j'ai fait une école d'ingé en apprentissage. C'est vrai que c'était un bon compromis puisque ça te permettait de continuer tes études, forcément d'avoir une situation qui dans les faits est plus intéressante, et aussi de se lancer dans le monde du travail. Et donc école d'ingé en informatique, on va dire, pour faire simple, et un apprentissage plutôt orienté réseau et système. Et c'est en développant cela, on va dire, qu'arriver à la sécurité des systèmes d'information, quoi. Ok. Et le spatial, après, c'est pendant tes études, tu en avais pensé, ou c'est que tu avais plusieurs domaines en tête où tu voulais travailler après ton diplôme? Non, c'était pas une passion, un choix. Disons Ok. que quand non, non, ouais. Après, c'est un domaine qui est top, hein, mais non, non, il y a plein de gens qui adorent et tout ça, mais c'est plutôt pour dire, quand j'ai fini mon école d'ingé, je suis parti sur le marché du travail comme tout le monde, et j'ai eu la chance de faire une dizaine d'entretiens. J'avais pas de pression parce qu'il me restait un module à valider, etc. Et donc le fait de ne pas avoir cette pression, ça m'a permis de faire beaucoup d'entretiens, et un des derniers était dans la filiale herbusienne qui fait du spatial, où ils cherchaient un ingé système, un peu réseau, un peu touche tout, quoi. Alors quand tu sors d'école, tu sais rien faire, donc ça allait très bien. Et donc ça avait l'air énormissime, et donc je me suis lancé là-dedans, et au final, bon, j'avais pas une passion pour le spatial comme certains peuvent passer des nuits, etc. Mais le fait est que c'est un domaine qui est extrêmement intéressant. D'accord. Et la partie sécurité informatique, c'est à quel moment que tu t'es dit que c'est ce que tu veux faire? C'est arrivé assez naturellement, je dirais. Je pense qu'il y a... Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de cybersécurité, etc. C'est un mot qui parfois est très galvaudé, et surtout on peut mettre ce qu'on veut derrière. Ouais, tout dedans, ouais. Ouais, voilà. Il y a énormément de diversité dans les profils. Autant te dire qu'à 15 ans, je pense que le mot n'existait pas. Moi, clairement, j'ai fait du réseau.
on était dans un milieu forcément spatial, un peu défense, etc. Donc la sécurité des réseaux était très importante. Toute la partie système, pour le coup, n'était pas chez nous, parce que dans les grands contrats, c'est très cloisonné, on va dire, par silo, donc j'avais pas les systèmes. Mais naturellement, quand tu vas installer des réseaux au Kazakhstan, au Japon, en Guyane, etc., il faut qu'il y ait une sécurité des réseaux qui soit importante, donc forcément, ça devient impactant sur le scope qu'on a à gérer, etc. Et petit à petit, en fait, on fait plus que ça, puisqu'il faut installer des solutions de VPN, il faut mettre des firewalls, il faut assurer le maintien en condition, etc. Et donc, voilà, je faisais pendant une dizaine d'années, avec un aspect un peu aussi, on va dire, chef de projet sur le déploiement de toutes ces infrastructures qu'on mettait à différents endroits du monde, des fois en parallèle. Et c'est pour ça que quand il y a eu une offre de RSSI dans une filiale, disons que le RSSI était rattaché au DSI. Je connaissais le DSI pour qui j'avais travaillé, donc qui me connaissait aussi. Et ça s'est fait assez naturellement. Alors j'ai adressé ce métier de RSSI avec un prisme très technique, et on verra au final que c'est pas du tout technique, hein, c'est 15% ou 20% du problème à la fin. Mais voilà, il fallait bien adresser le sujet, quoi. Donc c'est comme ça que je suis arrivé, on va dire, dans la sécurité des systèmes d'information. Voilà. Est-ce que tu peux présenter l'importance des réseaux à un débutant? Ça sert à quoi un réseau informatique? Ah, la question piège, c'est rigolo, des fois c'est les questions les plus simples. Disons que dans les entreprises, dès qu'on a un certain nombre d'utilisateurs, on a un besoin de communication entre l'ensemble de ces utilisateurs. Et on va s'appuyer sur du réseau, qu'il soit filaire ou Wi-Fi, en fonction aussi des contraintes qu'on peut avoir, etc. Mhm. Donc le réseau, en fait, c'est tout simplement le moyen de communication que l'ensemble des postes utilisateurs va utiliser pour communiquer. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on aborde ça à titre personnel dans sa maison, c'est un peu conceptuel le réseau, parce que ça se résume en gros à sa Freebox ou à sa Livebox, Mais c'est ça. qui Beaucoup de gens suffit au le résument routeur, comme ça. et nous on se met dessus et tout marche tout seul en fait. Mais quand on est dans des entreprises où on a 3-4 000 utilisateurs avec des besoins de performance, etc., c'est des métiers qui ont un peu disparu, je trouve, du paysage, tu vois. Avant, il y avait plein, je trouve, il y avait plein d'ingénieurs réseau, et tout a basculé, je trouve, vers la cyber. Avant, quand tu avais des certifications Cisco, etc., tu étais roi du monde. Et aujourd'hui, je trouve que ça s'est un peu effacé, en fait. Et alors peut-être qu'il y a la partie cloud aussi qui a fait qu'on a externalisé certains postes. Du coup, ouais, c'est certainement aussi il y a cette partie-là aussi qui a joué. Tout à l'heure, tu parlais de RSSI. Est-ce que tu peux présenter les grandes lignes du métier de RSSI? Il sert à quoi dans une entreprise? Quelles sont ses responsabilités? Ouais. Souvent, le métier d'RSSI arrive quand même quand l'entreprise a déjà une certaine maturité, on va dire. Puisqu'il faut se questionner sur le fait d'avoir besoin d'apporter un certain niveau de sécurité. Le RSSI, responsable de la sécurité des systèmes d'information, sa mission, on va dire d'un point de vue haut niveau, c'est assurer la sécurité numérique d'une organisation. Donc on va veiller avec des outils techniques parfois, mais aussi avec de l'organisationnel, à assurer tout ce qui est confidentialité des données, leur intégrité, mais aussi la disponibilité des systèmes d'information, et tout ça en étroite collaboration avec le plus souvent le directeur des systèmes d'information, le DSI de l'entreprise. Quels sont les conseils que toi tu donneras à quelqu'un qui souhaite devenir RSSI? Ouais, j'avais fait un post l'autre jour, un jour là-dessus. Le métier de RSSI est assez particulier parce que souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que pour postuler à un métier de RSSI, il faut déjà être RSSI en fait. Et ça peut se comprendre facilement parce que tu es une entreprise un peu sensible, etc. Et tu vas confier les clés du camion de la sécu numérique à quelqu'un, et ben, tu vois, tu joues entre guillemets la facilité. Tu vas prendre quelqu'un qui l'a déjà fait, que tu vas chasser, et tu sais qu'entre guillemets, il sera un peu à l'aise avec le sujet et il va faire sa vie tout seul, quoi. Donc c'est vrai que donner ce poste à
un junior, eh ben, c'est très rare dans ce métier, on va dire, dans cette fonction. Et donc le meilleur conseil, si vous avez une passion et que vous voulez devenir RSSI, ben, pour moi, ça serait presque de devenir adjoint RSSI. Aujourd'hui, les RSSI ont des missions qui sont quand même complexes. Tout est numérisé dans les entreprises. Il n'y a plus d'entreprises où il y a pas de numérisation. Et donc, enfin, moi, le premier, hein, on prend des adjoints pour nous aider sur des thématiques précises. Et après, on peut grandir sur l'ensemble des métiers. Et clairement, au bout de 1, 2, 3 ans, on va dire, souvent l'adjoint est Mhm. aussi bon que le RSSI, quoi. Moi, je l'ai vu quand j'étais dans ma filiale herbusienne, là, j'ai fait 5 ans. J'ai pris un adjoint au bout de la première année. Il m'a accompagné pendant 4 ans. Clairement, il était aussi bon que moi. Et quand je suis parti, eh ben, il a repris ma place, quoi. Et c'était parfait, en fait. C'était une très bonne formation. Et il avait 26 ans, quoi. Et on pourrait dire c'est jeune et tout, mais 26 ans avec 4 ans d'expérience sur ce métier, en fait. Donc voilà, la meilleure tactique pour moi, ça serait peut-être de trouver un poste d'adjoint RSSI. Et après, le chemin, on va dire classique, c'est de devenir RSSI ailleurs, quoi. Ok. Et là, aujourd'hui, je disais que tu travaillais pour une nouvelle entreprise avec des métiers un peu particuliers. Est-ce que tu peux présenter ces métiers-là? Oui, bah, en fait, donc, je suis dans une startup qui s'appelle Lookup Space, qui fait, de la détection de débris, pour faire simple. J'explique rapidement. En gros, l'entreprise est basée sur deux produits. Le premier produit, ce sont des radars qu'on va installer sur Terre, qui donc permettront de cartographier l'ensemble des objets en orbite autour de la Terre. Et le deuxième Ok. produit, c'est une plateforme logicielle SaaS qui va agréger l'ensemble de ces informations et pouvoir proposer du service à des clients. Alors, forcément pas toi ou pas moi, hein, mais des clients qui ont une constellation de satellites, par exemple, et qui voudraient, par exemple, éviter des collisions. Il faut savoir qu'il y a des millions d'objets qui sont en orbite autour de la Terre, des débris, et les risques de collision arrivent tous les jours. Donc le but, c'est de proposer ces services pour... Tu prends Starlink qui a 6000 satellites en l'air, ben forcément, ils ne veulent pas les perdre, donc ils veulent éviter les collisions. Et nous, on apporte ça. Et donc, dans cette startup, on est 40. Euh, Moi, je suis arrivé il y a 1 an, la startup a 2 ans. Et forcément, tu te doutes bien que des métiers comme ça, c'est pour des acteurs assez spécifiques. Donc, la sécurité est un souhait qui est très fort de notre direction générale. Et donc, j'ai été embauché en tant que directeur de la sécurité. Et de façon assez optimiste ou opportuniste, pendant l'entretien, j'avais expliqué que j'étais l'adjoint aussi du DSI dans ma précédente mission et que c'est quelque chose que j'aimais bien. Et en fait, il y a eu une réorg et on m'avait proposé de faire directeur de la sécurité et directeur des systèmes d'information. Ce qui, voilà, dans pour le commun des mortels n'existe pas. On ne peut pas faire les deux rôles parce qu'ils sont aussi antinomiques Mhm. un peu. Mais dans une startup, ça marche bien au final, puisqu'on a une entreprise extrêmement numérisée. Et donc forcément, dissocier le système d'information de la cybersécurité, c'est très compliqué, quoi. Donc ça colle bien. Après, il faut juste arriver à ségréguer, on va dire, l'ensemble des thématiques pour arriver à toutes les adresser, quoi. D'accord. Bon, je sais que certains vont me poser la question, est-ce que vous recrutez des alternants ou des stagiaires? Alors, plus, mais parce que j'en ai eu 3. Voilà, tu vois, j'ai eu un adjoint alternant pendant 1 an, enfin pas un peu moins que je viens d'embaucher là en CDI, et je viens de prendre 2 alternants supplémentaires sur d'autres thématiques où j'ai besoin de mettre aussi de m'accompagner, tu vois. C'est très dur de tout gérer seul, des fois parce qu'aussi il faut s'auto-challenger, etc. Et quand on a quelqu'un avec qui échanger, évoluer, etc., eh ben, on est quand même bien meilleur à plusieurs, quoi. Et niveau habilitation, il y a besoin d'être habilité pour travailler dans ta startup? Alors, dans Ou, la startup, aujourd'hui, non, puisqu'on n'a pas ok. de contrat défense, c'est en cours, etc. Mais il faut considérer que si demain tu vas chez les gros acteurs, on va dire, du spatial français, comme Airbus Defence and Space ou Thales Alenia Space, qui sont les deux gros Hmm. donneurs d'ordre, forcément, eh ben oui, on est sur des entreprises où on est souvent habilité secret parce qu'on va sur des projets qui demandent ce niveau d'habilitation. C'est pas quelque chose enfin, c'est quelque chose d'assez commun et voilà, il faut le savoir et ça peut aussi des fois bloquer certaines candidatures. C'est comme ça, quoi. Hmm. Tu as travaillé aussi, je crois, sur la protection des données. Oui, tout à fait. Quelles sont les bonnes pratiques pour bien protéger ces données?
Alors tu parles de protection des données au sens du RGPD en tant que DPO? Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais. C'est ça. Alors pareil, on est très dans l'esprit startup. Pourquoi? Parce que quand j'étais dans ma filiale herbusienne là, donc j'étais CISO, Chief Information Security Officer, et on est en 2017, je viens de signer, et 6 mois après arrive le RGPD. Et en fait, il faut que quelqu'un l'adresse, ce sujet. Et donc, en gros, bon, on se pose la question, est-ce qu'on le met à la sécu, est-ce qu'on le met au légal? Et au final, ça tombe à la sécu. Moi, je viens d'arriver, je suis chaud, je prends tout ce qui passe. Et donc, je me retrouve DPO, quoi. Mais c'est quelque chose de compliqué sur plein d'aspects. La data protection, tout ce qui est conformité au RGPD, c'est quand même une grosse composante légale. C'est pas un métier qui s'invente, c'est un métier qui s'apprend. Et moi, très très vite, je me suis accompagné d'adjoints, alors pareil, hein, des apprentis en bac+5 souvent, qui faisaient des parcours assez spécifiques. Enfin, moi je suis à Toulouse, il y a un M2 droit du numérique. Et ces étudiants Ok. sont des machines de guerre en RGPD, quoi. Et clairement, moi j'ai apporté, entre guillemets, aller gagner des budgets, la vision, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Et eux avaient cette expertise parce qu'ils savaient comment dérouler une conformité, etc. Et donc j'ai eu 3-4 apprentis comme ça ou stagiaires en M2, et ça permet de vraiment de structurer, entre guillemets, c'est pas élégant ce que je vais dire, mais vous pouvez réaliser une conformité, la structurer au niveau RGPD sans y dépenser un budget fou et en ayant des personnes qui ont cette vraie expérience. Pour se lancer dans la partie, si quelqu'un veut se spécialiser dans la conformité RGPD, tu penses qu'il faut avoir une spécialité au niveau des règles de loi, on va dire, des lois, et la partie technique, ou c'est juste la partie loi qui peut suffire? Alors, c'est, comme tu peux t'imaginer, je vais faire la réponse facile, c'est un mix des deux. Mais de ma fenêtre, alors sans doute parce que je suis pas juriste aussi, mais je vois plus quand même d'exigences sur l'aspect légal, où c'est des choses qui s'apprennent, ou des façons de travailler euh, qui vont très bien, pour le coup, aux gens qui ont fait ces M2 droit du numérique dont je parlais, et qui sont, entre guillemets, câblés pour ça, et qui, en plus de leur parcours juridique, vont apprendre un peu, pas tant la technique, mais plutôt tu vois, le côté technique de la cyber, on va dire, savoir ce que c'est une adresse IP, savoir, voilà. Alors que l'inverse, quand on est entre guillemets bon techniquement, qu'on est technicien, et se câbler pour devenir juriste, pour moi c'est impossible. Les techs sont pas C'est câblés pour compliqué. ça, et la démarche est très dure. Donc, si vraiment vous avez une passion RGPD et que vous dites dans ma vie, et vous êtes à bac+2 et vous dites dans ma vie je vais être DPO dans 4 ans, moi, je vous conseille plus d'aller sur du M2 droit du numérique, quitte à faire une passerelle, même en venant de la technique, je pense que ça doit pouvoir se faire, que faire une école d'ingé technique et ensuite bifurquer sur du légal parce que je trouve qu'on est moins câblé, quoi. Ok. L'autre point, c'était, donc je reviens un peu sur, plutôt je vais plutôt sur le sujet contrôle identité, gestion des identités et des accès. Ouais, Est-ce que tu peux définir ce que c'est un débutant? La partie, on parle souvent d'IAM, Identity and Access ouais, Management. tout à fait. Est-ce que tu peux définir ce que c'est pour un débutant? Ouais. Si je le mets au niveau d'une petite entreprise, donc moi, enfin, mon exercice en tant que directeur de la sécurité, c'est aussi d'essayer de compartimenter un peu l'ensemble des thématiques. Forcément, cette thématique gestion des identités et des accès est dans ma roadmap, est existante et dans une case. Donc moi, je l'ai mise dans la partie ce qu'on appelle GRC, gouvernance, risque, conformité, parce que je considère que ça ne fait pas appel à de l'expertise technique, donc je le mets, on va dire, dans un peu le pack autre que la technique ou l'expertise. Et donc, qu'est-ce que c'est? Dans une petite structure, pour moi, ça va surtout et très souvent se résumer à ce qu'on appelle les onboarding et les circuits départ. En gros, quand quelqu'un va intégrer l'entreprise et quand quelqu'un va partir de l'entreprise, il faut que dans mon esprit, l'ensemble des répercussions soit clair en fait. Et donc, je vais gérer le cycle de vie presque d'un utilisateur. Il arrive, je dois lui déclencher des accès à nos outils SaaS, etc. Je dois lui attribuer, donc là on est plus sur du numérique, mais je dois aussi lui attribuer un badge pour qu'il puisse accéder aux locaux, etc. Donc ça c'est l'arrivée. Et au départ, je fais le chemin inverse en fait. Il était dans tel
service qui accédait à tel outil SaaS, ben, je dois révoquer l'ensemble de ces accès. Je récupère aussi les ensembles des accès physiques pour accéder aux locaux techniques, etc. Et pour moi, quand on a fait cet exercice proprement, à la fois d'arrivée et de départ d'un collaborateur, ben, on a couvert entre nous 3/4 des sujets de gestion des identités des accès. Et en fait, pour résumer, on se concentre sur, c'est ce qu'on appelle le triple A. Qui va accéder, c'est l'identification de la personne. Comment il va y accéder, ou comment il est autorisé, enfin comment on fait l'accès, c'est l'authentification. Et à quoi il va accéder, c'est l'autorisation, c'est le AAA. D'accord. J'ai vu que tu partageais aussi du contenu cyber et que tu reversais les gains à une œuvre humanitaire. Est-ce que tu peux nous présenter ce projet? Ouais, avec plaisir. Ouais. Ben, en fait, si je refais l'historique vitef, j'ai commencé à partager, on va dire, de façon un peu plus appuyée en 2021-2022. Pourquoi on peut revenir à la base? C'est parce que j'avais créé beaucoup de choses quand j'ai pris mon métier, quand j'ai fait mon premier poste de RSSI. J'ai créé beaucoup de choses pour essayer d'expliquer à mon président, à notre direction générale, ce qu'on faisait et ce qu'on voulait faire. Et en fait, j'ai eu 5 présidents d'entreprise en 5 ans. Donc en gros, tous les ans, j'avais à refaire cet exercice de pédagogie. Donc je devais créer des façons de faire passer des messages à des gens qui ne viennent pas de ce monde. Et à la fin, je comparais souvent mon président à des élèves de Bac+1, par exemple. Tu vois, c'est un peu la même chose. C'est qu'on connaît la thématique, mais il faut expliquer, il faut être pédagogue. Et donc, tout ce contenu que j'avais créé, ben, je me suis mis à le partager. Donc, c'est pour ça que j'ai pu faire augmenter de façon assez importante ma communauté. Et il y a un an, on m'a proposé de partager en fait du contenu sponsorisé. Donc, entre guillemets, faire de la cyber-influence. Et donc, j'ai trouvé que c'était une opportunité qui était cool. Donc, je me suis dit que j'allais dire oui. Mais en fait, il y a quelque chose qui me perturbait sur, je sais pas, voilà, le fait de gagner de l'argent, etc. Il y avait où il fallait que les gens cliquent, tout ça. Et ben, je me suis dit, ben, plutôt que ne pas le faire, l'argent que je vais générer, ben, je le reverserai à des associations. Donc aujourd'hui, c'est assez simple. Je poste des articles qui sont sponsorisés. En gros, si vous allez le visiter, que vous faites votre veille grâce à cet article, ça génère quelques dollars chaque fois et quelques euros, et l'ensemble de ces sous, une fois par mois, ben, je fais un virement. Alors moi, je suis plutôt depuis toujours sous tout ce qui est le combat contre la faim, hein, action contre la faim, etc. Et donc chaque mois ou tous les 2 mois, je change d'association pour. Alors on parle pas de milliers d'euros, hein, on parle de quelques centaines, mais voilà, ça fait partie un peu de l'impact positif que je pense que tout le monde devrait essayer d'arriver à faire dans sa vie, quoi. C'est très intéressant. Et pour la partie, tout à l'heure, tu disais que tu as changé de président en 5 ans et que tu devais adapter ton discours. Comment... Donc ça m'a fait penser à la sensibilisation. Je pense que tu dois faire des campagnes de sensibilisation de temps en temps. Comment tu arrives à faire passer le message aux employés pendant tes campagnes de sensibilisation? Alors, c'est un très très gros sujet, la sensi. Moi, j'ai une ligne assez dure sur la sensibilisation. Je n'y crois pas du tout, en fait. Ok. Pour plein de raisons que je peux très rapidement évoquer. Mais en gros, quand vous faites faire un exercice à un utilisateur, ben, il est concentré pendant les 10 minutes où il va le faire. Et si vous le tapez à 17h un vendredi soir, normalement, c'est strike, quoi. Donc si tu veux, je n'y crois pas, ou du moins je ne crois pas au retour sur investissement. Il n'y a pas que le fait de sensibiliser, c'est quel est l'effort que je mets, quel est le coût que ça a, et quel est le résultat à la fin. Si je dis, bah oui, ok, tous mes users, je leur fais 2 heures de sensi, de cours, de culture cyber par jour sur l'année, forcément à la fin ils vont être sensibilisés, si tu veux. Mais le coût il devient faramineux. Et donc il faut presque mieux accepter le risque et ne pas en faire. Tout ça pour dire, j'en fais peu
Moi, j'ai Ok. d'autres stratégies, alors qui valent ce qu'elles vaut, hein, mais ce qu'elles valent. Mais moi, je suis plus dans l'écoute. J'essaye de me rendre disponible quand les gens ont des doutes, etc. Sur le mail de phishing, je préfère qu'on m'écrive et tous mes collègues maintenant ils jouent le jeu. Ils ont un doute, ils m'écrivent. Ils peuvent faire ça avec l'IT, avec mes collègues de mon équipe, etc. Mais si vous voulez, essayer de transformer l'utilisateur en le sensibilisant, moi, je n'y crois pas. Et on a tous vu dans nos expériences, dans des grands groupes, qu'on ne citera pas bien entendu, mais des sessions de sensibilisation où ça dure 2 heures et la personne est devant son Chrome et doit cliquer sur des boutons et tout ça, Mhm. c'est une tannée, elle veut pas le faire. Si tu veux, moi ça m'en parle pas du tout. Et donc c'est pour ça que voilà, il y a d'autres alternatives qui existent, il y a des outils qui essayent d'être innovants, etc. C'est intéressant, mais je ne veux pas dire que c'est un non-sujet, mais c'est un sujet très complexe en fait, pour moi. Si on veut qu'il soit efficace. Ok. Et la méthode que tu utilises actuellement, on peut la déployer à grande échelle sur Non. plusieurs employés Enfin, sans problème. ben, sur 40, ça marche. Parce que, Ok. euh, parce que quand tu es directeur de la sécurité, tu gères tes textos, tes mails, tes messages sur Signal de 7h du mat à 23h. Donc ça fait partie de la mission, on va dire. Et si moi, mon collègue m'écrit, il sait que je vais lui répondre parce que ça fait partie de ma mission. Donc 40, ça se joue. À partir de 100, c'est mort. Tu peux pas avoir 100 personnes qui Mhm. t'envoient leur... Après, Ouais, c'est pour moi, c'est il ça que faut je voulais dire. aussi... Non, non, mais on est d'accord, hein. C'est pour ça que Mhm. moi j'ai un prisme qui est très start-up, si tu veux. Forcément, Mhm. le discours de Johan Bozil sur le directeur de la Sécu chez Airbus, il fonctionne pas. Il n'y a aucun débat. Moi, j'ai un discours très petite entreprise. Mais pour tout ça, pour dire que je pense qu'il faut aussi s'entourer. Moi, je crois en la solution technique. Je crois beaucoup moins en la sensibilisation. Je pense que Ok. le mieux pour pas qu'un user se fasse piéger, eh ben, c'est qu'il ne reçoive pas le mail qui est piégé, quoi, si tu veux. Donc voilà, à nous de trouver les bons outils, de faire cette veille pour protéger l'utilisateur. Et en effet, moi, dans mon idée, il faut qu'il soit protégé à 90-95%. Et forcément, il y en a toujours un qui passe. Et c'est là où il faut espérer que celui qui va passer, ben, il sache quoi en faire. Alors, tu vas me dire, ça Mhm. va passer par la sensi. Mais encore une fois, s'il est bien fait, qu'il est bien ciblé, etc., normalement, c'est strike, quoi. D'accord. En parlant de veille, comment tu fais pour rester à jour dans tout ce qui est sécurité informatique ou informatique en général? Moi, c'est clairement avec LinkedIn, hein. Aujourd'hui, c'est presque un échange, tu vois. Je suis actif, donc ça me demande un certain temps sur la plateforme. Mais à contrario, c'est un peu un mal nécessaire, parce qu'on est obligé de rester un peu au courant, savoir ce qui se passe, quelles sont les nouvelles attaques, qu'est-ce qu'il arrive aux collègues, faire du réseau, etc. Et donc, le fait de passer, entre guillemets, du temps à faire du contenu, par exemple, que je peux partager, mais ça me fait aussi être sur la plateforme et donc voir des articles. Et donc, ça me fait faire une veille un peu, entre guillemets, inconsciente, ou tu vois, au fil de l'eau, et qui est malheureusement, je sais pas si elle est malheureusement indispensable, mais elle est clairement indispensable dans nos métiers qui bougent trop vite, quoi, et qui sont très compliqués. Mhm. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé savoir au début de ta carrière? Ouais, pareil, j'ai fait un post là-dessus, mais en gros, j'avais donné presque les trois secrets ou les trois choses que j'ai identifiées les plus importantes, et je l'ai identifié à 35 ans. Je pense que quelqu'un qui l'a identifié à 25 ans, il gagne 10 ans. La première, c'est de développer son réseau sans limite, en fait. Clairement, on est sur des métiers complexes. Faire partie de groupes de RSSI, échanger sur la plateforme, tu vois, enfin voilà, développer son réseau, ça permet de se faire aider, ça permet de partager ses difficultés, d'avoir des idées pour lancer de nouveaux outils pour protéger son entreprise, etc. Le second, c'est trouver, entre guillemets, un mentor. Alors, quand tu as 50 ans, c'est plus compliqué, mais quand tu es jeune, ça me paraît assez indispensable. Quelqu'un qui fait aujourd'hui ce que tu voudrais faire comme métier, qui peut partager du contenu, qui peut, souvent les gens sont cool, hein. Si moi on m'écrit, ben, je réponds. Alors des fois je réponds à minuit parce que j'ai pas le temps, mais tu vois, les gens globalement sont sympas. Et donc ne jamais hésiter à demander de l'aide et avoir un mentor, quelqu'un qui peut vous aider. Eh ben, si vous êtes RSSI adjoint, ça peut être votre RSSI, ça peut clairement vous aider. Et le dernier,
que je fais un peu maintenant de façon naturelle, mais c'est un peu ce qu'on appelle travailler son personal branding en fait. On est tous en tant qu'individu une marque, tu vois. Quand tu veux trouver un nouveau job, eh ben si, enfin tu vois, LinkedIn c'est un outil qui est ultra puissant pour trouver du travail. Si tu es entre guillemets connu ou reconnu, que tu fais de l'effort à la communauté, que tu partages des retours d'expérience, etc. Les gens qui cherchent du taf, ben, ils en cherchent pendant 2 jours en fait sur des métiers aussi tendus que la cyber. Donc ça, c'est intéressant. Je discutais de ce dernier point avec un Anglais, un Français pour le coup, qui vit en Angleterre depuis très Sur longtemps, le terre, ok. et il me disait, c'est très rigolo les différences de mentalité. Pour les Français, c'est très mal vu, un peu le personal branding, alors que les Anglais, c'est naturel, tu vois. Et donc voilà, il faut un peu casser ces codes et je pense que le fait de travailler sur sa personne, et aide-toi et le ciel t'aidera, je pense que c'est un bon conseil, quoi. Et pour la partie mentor, tu recommandes de passer par LinkedIn ou tu as des plateformes que tu préfères Je sais pas en fait. Et surtout que c'est des aspects qui sont, tu sais, c'est pas matériel quoi. C'est du feeling. Voilà, moi Mhm. je sais qu'il y a des gens qui m'écrivent, ils me disent ah c'est vachement intéressant ce que tu postes et tout, alors que tu sais, enfin t'as juste l'impression de partager toutes les merdes qui t'arrivent tous les jours quoi. Et eux ils arrivent à s'identifier, à se projeter, etc. Donc c'est vachement Ouais. rigolo. Mais donc oui, je pense que ça se fait de façon naturelle. Moi je sais que j'ai eu quand j'étais dans ma filiale d'Airbus, j'ai eu un chef qui était un ancien mili, qui était quelqu'un d'assez rude, mais qui m'a beaucoup appris parce que il m'a poussé sur des trucs où j'étais. Et la chose qui me disait le plus, c'est tu as un grand savoir-faire, mais tu ne le fais pas savoir. Et tu vois, il me disait, ok, tu fais de la sécu, c'est discret, tout ça, mais reste pas dans ton coin, montre que la valeur que tu apportes, etc. Si tu veux, c'est pas des choses instinctives quand on fait de la sécu. Mhm. C'est un peu un métier de l'ombre et qu'on assume. Enfin, moi, tu vois, là, on fait un podcast. Presque, j'en ai fait plusieurs, donc ça me dérange plus, mais je dirais que c'est presque contre nature. On préfère tous vivre notre petite vie pépère, etc. Mais, la sécu, c'est pareil, on est dans notre coin, on est là pour aider, etc. Mais il faut pas être invisible, parce que sinon, on n'apporte pas de valeur à l'organisation. Et comme on est souvent plus frein par définition, entre guillemets, qu'une valeur métier, ben voilà, il faut pousser ça, quoi. Je suis totalement d'accord. Il faut en parler, ouais, il faut parler des métiers de la cyber, des métiers de la sécurité, et de l'informatique en général. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Ouais. On parle Mm. pas beaucoup des métiers. Euh, Est-ce que il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé pendant cet entretien que tu aimerais ajouter? Non, je pense qu'on a quand même parlé de pas mal de trucs. Je sais pas si toi, Ok. tu trouves qu'on a fait le tour. Oui, 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 ça me semble très bien aussi. Pour te suivre, les gens, ils peuvent te contacter sur, c'est quel réseau social que tu utilises pour, si les gens veulent te Ouais, moi, contacter. pour le coup, je suis sur que LinkedIn. Je suis sur aucun Ok. réseau social sinon, parce que j'y trouve très peu d'intérêt. Et en fait, tu vois, je retourne la question de tout à l'heure. Je suis sur LinkedIn pour faire ma veille. Et c'était par Mhm. opportunisme presque que je me suis mis à créer, enfin, opportunisme ou du moins hasard presque, je me suis mis à partager du contenu et que cette communauté a explosé sans le maîtriser forcément, quoi. Donc voilà, Mhm. je suis que là. Très bien. Je mettrai le lien de ton profil LinkedIn Ouais, dans la plaisir. description de la vidéo. Est-ce que tu as un livre à recommander sur la cybersécurité? Alors, j'avais, j'avais vu cette question. Alors, c'est très rigolo parce que Parce qu'il y en si a vous venez plusieurs sur peut-être. non, si vous venez sur mon profil, vous verrez que j'ai un hashtag qui s'appelle Cyberlivre. Et en fait, tous les mois ou tous les 2 mois, je fais gagner des livres cyber aux gens. Ok. En gros, je rentre en contact avec un éditeur ou un éditeur rentre en contact avec moi ou un auteur. Et l'idée, c'est que bah, je l'ai fait il y a pas longtemps avec Régis Senet. Il m'a dit, bah, yo, enfin, on en a discuté. Je dis, bah, si tu veux, tu me dis, voilà, je te file 3 exemplaires. Et donc, moi, je fais un post. Je dis aux gens, bah, vous pouvez gagner 3 exemplaires de tel livre. C'était Metasploit pour Régis. Et on fait un concours, donc souvent c'est voilà, mettre un commentaire, etc. Et on en choisit 3 au hasard et le- l'auteur eh ben, les envoie par la poste aux 3 gagnants. Donc tout le monde est content, ça fait plaisir à la communauté, moi je gagne rien, c'est très bien. Et si tu veux, donc j'ai offert des dizaines de livres, mais je ne lis pas en fait.
J'ai un blocage avec la lecture, les gens ne le savent pas, vu tous les livres que je fais gagner, mais je ne lis jamais. Et le seul livre, le dernier livre que j'ai lu, ben, c'était Hack-moi si tu peux de Florent Curté. Ah, Euh, ok. et en fait, je connaissais son histoire qui lui est arrivée pour des raisons perso. Et donc, je me suis plongé dans le livre et je l'ai lu en deux coups, en fait. Enfin, je l'ai lu sur un jour, quoi. Alors que j'ai lu aucun livre depuis 10 ans, quoi. Intéressant. Ah, le concept est pas mal. Peut-être que je vais utiliser ça aussi. Ouais. Pour les livres, Ah là. ben ouais, ça Ouais. plaît Peut-être beaucoup. Hein. que je vais réutiliser ça certainement. Pour terminer, est-ce que tu as une citation? Ben moi, je signe tous mes posts avec la sécurité grandit lorsqu'elle se partage. Je trouve que c'est le principe. On est tous dans nos coins et on a tous les mêmes difficultés. Et si on fait cet effort, entre guillemets, de partage, ben on s'entraide. C'est intéressant. Ça, c'est ce que je signe. Et celle qui me parle le plus, c'est ceux qui réussissent trouvent des raisons, ceux qui échouent trouvent des excuses. Et je trouve que on est dans une société où les choses sont un peu faciles des fois. Et il faut savoir se remettre en question. Et quand on voit les gens bon, voilà, qui réussissent ou quoi, ben, souvent ils galèrent aussi. Donc avant. Et donc, avoir l'esprit, le bon esprit, déjà, c'est avoir fait la moitié du chemin, quoi. Très intéressant. Merci beaucoup, Johan, pour ton temps. Ben, merci pour ton invitation. Avec plaisir. Et à bientôt. Et à bientôt.